Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Ça fait longtemps que vous êtes pas venu? Oui, ça fait longtemps, oui. Bonjour Mme Sanchez, bonjour M. Cyr, bonjour M. Berger. Bonjour. Alors, bonjour à tout le monde. Merci, bienvenue. Je m'appelle Daniel Bernard, je suis directeur général des Amis de la radiodiffusion. Tout d'abord, je voudrais remercier les candidats pour leur participation. Merci. Nous avons invité tous les candidats et candidates des partis représentés à la Chambre de communes. La candidate conservatrice a décliné et la candidate libérale n'est pas disponible ce soir. Donc, nous avons les quatre. Je vais les présenter. Maintenant, nous avons M. Green du Parti vert. M. Seal du Parti populaire du Canada. Mme Sanchez de l'NPD. Et M. Duchesne du Bloc québécois. Donc, je voudrais aussi dire merci à Ghislaine Thibault et au DES, en médias, culture et technologie de l'Université de Montréal, de nous avoir réfléchi un coup de main, et aux étudiants du programme. Quentin, vous êtes là? Quentin? Il est dehors? Là, c'est Quentin et aussi Simon qui nous avons aidés aujourd'hui. Donc, merci aux étudiants du Concordia. Merci aussi à Lynette Tremblay et tous les autres membres de notre équipe ici à Montréal pour avoir organisé le débat ce soir. Donc, à tout le monde, merci de nous avoir donné l'occasion de discuter de ces questions tellement importantes ce soir. Alors, que deviendra nos médias et notre culture à l'ère de Facebook et Netflix? Facebook et Netflix et les problèmes que représente leur modèle d'affaires sont bien connus. Mais les enjeux qui les entourent touchent à bien que les grandes plateformes numériques qui ne connaissent pas les frontières et qui menacent notre culture et notre démocratie. Je ne vous étendrai pas en vous disant que les amis, notre organisme, ont leur propre point de vue sur l'enjeu. Contrairement aux médias traditionnels qui sont légalement responsables de contenu qu'ils publient, Facebook, par exemple, maintient qu'il n'est pas un éditeur et conséquemment ne devrait pas avoir à répondre aux mêmes standards. Netflix maintient qu'il n'est pas un diffuseur. De la même manière, Uber maintient qu'il n'est pas un service de taxi et Airbnb maintient qu'il n'est pas dans l'industrie de l'hôtellerie. Mais Facebook est le plus grand éditeur au pays et aussi une très grande source des nouvelles. Il gagne des milliards de dollars en vendant de la publicité qui accompagne le contenu choisi par son algorithme. Mais une brèche dans la loi d'impôt sur le revenu donne un gros avantage à Google et Facebook en les exemptant de nos lois. Cette exemption, la fonction est équivalent à une subvention de 1,6 milliard de dollars par année. Et elle contribue à la crise financière qui menace les médias professionnels d'ici. Et qu'investit Facebook dans le journalisme au pays? Pratiquement rien. Toutes choses considérées, le fédéral dépense plus que double pour subventionner les grandes plateformes de ce qu'il accorde à Radio-Canada. Pour les amis, il est clair que le gouvernement fédéral doit gouverner. Le Canada est un pays souverain. Il doit appliquer les lois et règles actuelles à toutes les entreprises médiatiques, incluant Facebook, Google, Netflix et les autres plateformes. Et nous croyons qu'Ottawa devrait bonifier le budget de Radio-Canada aussi pour contrer les fausses nouvelles et le contenu extrême propagé par Facebook et les autres plateformes. Donc, avant de continuer, je vais demander, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui représente à Facebook? C'est un événement public? C'est pas une faute? Non? Personne? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est membre de Facebook?
Et pour les candidats, est-ce qu'un représentant de Facebook vous a contacté pour discuter de ce débat avant du débat? Non, je le jure. Non? OK, d'accord. Parce qu'on a tous consulté Facebook aujourd'hui, probablement. Alors, on est tous un peu coupables. Mais je voudrais vous raconter qu'une lobbyiste de Facebook a contacté le journaliste qui animera un débat similaire que nous organisons demain à Burnaby, en Colombie-Britannique. Il a suggéré que malgré tous les scandales impliquant Facebook, que la plateforme améliore la démocratie canadienne, en fait. Bien sûr, il est libre d'avoir sa propre opinion, mais essayer d'influencer le débat en privé, ça, c'est pas cool. Hein? Donc, j'espère qu'il présentera sa position en public et je vais annoncer à tout le monde que je suis toujours disponible pour débattre de la situation avec lui en public. Alors, en parlant d'animation, je voudrais vous présenter notre animatrice de ce soir, Francine Pelletier. Francine est chroniqueuse pour Le Devoir et ses commentaires politiques et sociaux font toujours réfléchir. Alors, Francine va expliquer l'horaire de ce soir et comment vous pourrez participer. Les amis organisent l'événement, mais c'est vous, les citoyens d'Outremont, qui choisissez le prochain député ou députée. Donc, je vous encourage fortement à soumettre vos questions à nos bénévoles qui portent tous un bouton rouge. Donc, ils vont circuler les papiers. Francine va expliquer le système. Donc, pour rester au courant de notre activité, rendez-nous visite sur notre site web, c'est lesamis.ca avec trait d'union entre les et amis. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, c'est @FriendsCB. Donc, merci beaucoup et bon débat. Merci, bonsoir, merci d'être là. Je vous signale que je suis une résidente d'Outremont, donc je suis bien placée pour animer ce débat. Je vais être en fait une meneuse de claques parce que la soirée vous appartient dans le sens que les questions qu'on va poser à nos candidats et candidates, et j'en profite pour faire une petite parenthèse pour déplorer à mon tour les absentes plutôt, qui ont toujours tort, n'est-ce pas? Alors, ce sera à vous de poser des questions. Je vais présenter à tour de rôle nos candidats et nos candidates. Ils auront chacun 2 minutes pour parler. Ensuite, je vais lancer le bal avec une question ou deux. Et pendant ce temps-là, vous formulez vos questions et quelqu'un viendra, vous les écrivez, vous les donnez à quelqu'un dans la salle qui va me les transmettre et je les poserai pour vous aux candidats ou candidates de votre choix. Donc, je commence tout de suite en présentant, si je ne m'abuse, vous avez déjà un ordre, hein? Oui. Je ne suis pas sûre de le savoir, votre ordre, c'est 1, 2, ah oui, 1, 2, 3, 4? Non. Non. 1? Bon, oui. Alors je commence avec 1. C'est bien, on va commencer avec 1. Commençons avec 1. Ben oui. Alors, voilà, j'ai l'ordre, merci. Monsieur Green, Daniel Green, j'espère avoir votre oui. Alors, Daniel Green, qu'on connaît quand même assez bien au Québec, travaille depuis plus de 30 ans sur le problème des substances toxiques dans l'environnement. Il excelle dans le domaine de la vulgarisation scientifique portant sur l'écotoxicologie et participe à la gestion de certains programmes de sensibilisation et d'information du public. Et si je ne m'abuse, M. Green, ce n'est pas la première fois que vous vous présentez à des élections. Non. À vous pour 2 minutes. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Il est clair que j'aimerais quand même dire au début que dans notre démocratie, ça prend tout le monde pour débattre et je regrette que le candidat libéral et la candidate libérale et la candidate du Parti conservateur, qui quand même forment le gouvernement et l'opposition officielle, ne sont pas là pour débattre avec nous. Ceci dit, il est clair que dans une démocratie et dans la démocratie canadienne, les médias, c'est très important. Les médias sont le garde-fou de notre système démocratique. Actuellement, on voit une érosion de la capacité de nos journalistes professionnels de faire leur travail.
ils sont de plus en plus contraints à cause des problèmes dans les salles de rédaction, de plus en plus contraints au niveau de ce qu'on appelle le fake news et qui mine un peu la crédibilité et qui amène des débats dans des directions tout à fait opposées de ce que j'avais l'habitude avant que les médias sociaux et évidemment les plateformes privées, Facebook, Twitter, Google. Nous avons maintenant des politiciens qui refusent de faire face aux questions des médias et y répondent à leurs électeurs directement par leur compte Twitter. Comment faire ce que les Anglais appellent le checks and balances quand nos élus et ceux qui gèrent nos budgets et nos taxes ne répondent pas aux questions des journalistes, refusent de faire des scrums, refusent de se présenter dans le débat démocratique entre les périodes électorales pour répondre à vos questions et vos préoccupations via les journalistes professionnels. Et j'aimerais souligner le mot « journaliste professionnel ». Actuellement, et je sais mon ex-femme, qui malheureusement nous a quittés, était professeure de journalisme à Concordia. Elle a fait le journalisme aux États-Unis et au Canada, donc elle connaît un peu la différence et ce que les Américains appellent le Fifth Estate, et commence à être grugée par justement les plateformes privées, par les médias sociaux, et il faut, et je termine, il faut une presse électronique forte, peuplée par des journalismes professionnels. Il faut une presse écrite forte aussi, parce que souvent, c'est via la presse écrite que se forment des journalistes au niveau électronique. Merci. Merci. Maintenant, M. James Seal. James Seal est un ancien membre des Forces armées canadiennes où il a servi pendant 30 ans. Il a été adjudant de l'artillerie et a participé à des opérations militaires internationales, notamment en Israël, en Allemagne, en Haïti et en Bosnie-Herzégovine. M. Seal a consacré les 11 dernières années de sa carrière militaire comme instructeur et facilitateur en leadership au Collège militaire royal et à l'École des recrues de Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Seal, je crois que c'est la première fois que vous présentez des élections? Absolument. Absolument. C'est à vous. Merci beaucoup. Bien, bonjour tout le monde. Merci. C'est Catherine Pouvoir en passant. Catherine Mato. Oui. Bonjour tout le monde. J'aimerais commencer pour corriger des fausses idées qui circulent, des idées fausses qui pourraient créer de confusion dans cette discussion. Premièrement, le Canada ne réduit pas le budget de Radio-Canada qu'une seule fois en 2012, sous le gouvernement Harper. Leur budget a été augmenté régulièrement chaque année depuis. En 2019, Radio-Canada reçoit le montant plus élevé jamais donné par le gouvernement fédéral, 1,35 milliard. En outre, il gagne à peu près 300 millions en revenus. Le CB n'a pas de quoi se plaindre. Deuxièmement, ce n'est pas la place du gouvernement fédéral de dicter la culture. Créer du contenu canadien pour remplir leurs obligations, oui, mais dicter la culture, non. La culture n'est pas rigide et la culture québécoise et la culture canadienne ont changé grandement depuis 20 ans. Pour moi, créer une culture vibrante qui reflète nos valeurs communes et une responsabilité qui nous revient à tous et chacun. Ce ne devrait pas être le rôle d'institution gouvernementale. Radio-Canada ne devrait pas avoir le droit de charger de revenus publicitaires. Je pense que c'est le cœur du problème. Et doit retourner à son mandat original, fournir le contenu local et national qui reflète le Canada et ses régions. Ceci laissera à peu près 250 millions en revenus publicitaires disponibles aux autres organisations médiatiques pour faire leur travail comme quatrième pouvoir avec la responsabilité de regarder étroitement les politiciens et les politiques. Les citoyens ont maintenant le moyen de devenir le cinquième pouvoir. Ils vont fournir les analyses et expertises nécessaires pour nous aider à comprendre un monde de plus en plus complexe. Cette nouvelle réalité nous engage au niveau de nos libertés et responsabilités. Liberté de chercher le contenu qu'ils veulent, responsabilité de valider les faits et de participer. Le journalisme 2.0, c'est que le citoyen consomme et crée le soir journalistique. À ses débuts, Netflix, je vais couper ça. J'ai confiance en l'intelligence des Québécois et des Québécoises.
J'ai confiance qu'ils vont créer des produits innovants et compétitifs. Pour cela, le gouvernement a un rôle important à jouer. Ce serait que le terrain de jeu est égal pour tous. Facebook a un mode qui risque fort d'être remplacé. Déjà, ne sont pas plus vieux que moi qui les utilisent. Les plus jeunes n'utilisent pas déjà une multitude d'autres médias sociaux. Tenter de régler outre mesure des technologies émergentes comme ceci me semble outre à la fois impossible et contre-productif. Facebook commence d'ailleurs à s'autoréguler pour être en ligne avec les intérêts des consommateurs. Le libre marché est et sera toujours plus en mesure que des politiciens et des bureaucrates à nous fournir ce que nous voulons. Je n'ai pas précisé que M. Green est candidat pour le Parti vert du Canada et que M. Seal est le candidat pour le... Comment on dit en français, People's Party of Canada? Parti populaire du Canada. Le Parti populaire du Canada. Ce PPC leader. Notre prochain candidat pour le Bloc québécois, c'est Michel Duchesne, romancier. M. Duchesne s'est notamment distingué avec l'écrivain public qu'il a adapté à une série web diffusée mondialement et lui a valu un prix Gémeaux et des distinctions internationales. Il a également réalisé de nombreuses émissions socioculturelles sur les ondes de Radio-Canada, TVA, Musique Plus et autres. M. Duchesne a aussi été intronisé au temple de la renommée de la Ligue nationale de l'improvisation, en tant qu'entraîneur gagnant de certains des plus grands talents à arpenter les scènes québécoises. On conclut, M. Duchesne, que vous avez la culture à cœur. J'ai la culture à cœur et j'ai dit oui pour la défendre. Et j'ai dû tasser quelques trucs pour m'investir pendant un mois. Alors, bonjour, je m'appelle Michel Duchesne, je suis candidat du Bloc québécois dans Outremont et j'ai écrit L'Écrivain public, qui est une web série qui est diffusée sur tout.tv, TV5, Monde, TV5.ca. Je vous parle donc de l'intérieur, de la pratique. J'ai longtemps été réalisateur à Radio-Canada, à Musique Plus, mais ce n'est pas d'hier qu'il y a des coupures. J'ai vu des émissions disparaître, on a vu des départements complets à Radio-Canada, le socioculturel et variétés, se désagréger. Les parts de marché fondent, c'est pas depuis hier, et on ne peut rester impuissant face à ce qui nous arrive. J'ai été entraîneur, comme elle le dit, à la Ligue nationale d'improvisation. Il y avait 6 joueurs à l'époque, ils ne sont plus que 4. C'est un peu à l'image de nos émissions de télévision où on doit constamment couper les lieux, les décors, le nombre de comédiens, et ce n'est plus drôle. Le Québec reçoit seulement le tiers du financement que le côté anglophone, au côté Canada anglais, reçoit en termes d'argent. Et ce tiers, 38% pour être exact, c'est des peanuts comparés aux séries comme Netflix. Alors, depuis des années, les scénaristes, les acteurs, les réalisateurs, je vois le directeur ici, ont fait front commun et demandent au CRTC d'agir. Et depuis des années, le CRTC aurait pu le faire, mais ne le fait pas parce qu'il n'y a pas de volonté politique, ni du côté conservateur, ni du côté libéral, les deux qui sont absents ce soir, pour qui la culture, visiblement, n'est pas une priorité. Et ce que le Québec veut, c'est on veut avoir les moyens de raconter décemment des histoires, et c'est ce qui nous est refusé. D'une même voix, on le demande. Le geste qui a été fait par le gouvernement Trudeau, c'est d'instaurer un comité, le comité Yale, qui va donner sa recommandation en 2020, qui deviendront peut-être des projets de loi ou qui seront tablettés comme plusieurs de nos comités. C'est l'indécence devant l'iceberg de nos parts de marché qui font. Le gouvernement libéral nous regarde, nous envoie des prières. Alors, c'est pour ça que le Bloc existe, pour vous rappeler, M. Trudeau, vous qui étiez un ancien professeur de théâtre, de défendre davantage la culture et un peu moins le pétrole et les paradis fiscaux. Et finalement, Julia Sanchez, candidate pour la NPD. Julia a travaillé pendant plus de 20 ans en coopération et en développement international. Ses expériences autour du monde l'ont convaincue que le Canada doit montrer l'exemple dans la lutte contre les inégalités et les changements climatiques pour démontrer du vrai leadership à l'échelle mondiale. Madame Sanchez. Merci.
Bonsoir tout le monde. Merci vraiment d'être ici et merci aux organisateurs de nous donner cette opportunité de parler de quelque chose que je pense a déjà été dit et très important, la défense de notre culture, notre langue et plus. Moi aussi, je suis très déçue que les deux partis libéral et conservateurs n'ont pas envoyé leur candidate ici. Et je me trouve, même si j'aime bien ces trois messieurs-là, triste comme seule femme ici, étant donné qu'on a trois femmes quand même qui se présentent, qui est quand même une belle, une belle occasion, une belle opportunité, mais bon, voilà. Alors, je suis Julia Sanchez, comme ça a déjà été dit, puis effectivement, j'ai travaillé en développement international pendant 25 ans. Je pense que mon équipe essaie de me rendre un peu plus jeune, mais c'est 25 ans. Puis, parmi les différentes choses que j'ai fait, c'est de travailler avec des pays qui se battaient pour construire des sociétés plus fortes, plus démocratiques, où la société civile puisse avoir un rôle important, puis les médias. C'est tellement important. On voit, si vous regardez autour au monde, que dans des pays qui sont vraiment en crise, c'est souvent les journalistes qui sont les premiers à être attaqués, même à être tués. Alors, c'est vraiment un enjeu très important pour une société démocratique. Alors, c'est pareil ici, au Canada, Québec, c'est très important qu'on puisse avoir un secteur culturel, média qui est vibrant, qui est en santé. Notre industrie culturelle, c'est sûr qu'ici surtout, au Québec, c'est au cœur de notre identité comme peuple aussi, alors c'est très important. J'ai parlé de mon expérience à l'international. Alors maintenant, étant donné mon expérience, puis ça a été dit, je pense, un peu dans mon résumé, ou le petit paragraphe sur mon expérience, je me suis rendu compte à un moment donné qu'il y en a beaucoup de travail à faire ici. Alors, je suis prête à continuer ce travail, puis me battre pour la culture, pour les médias, l'information ici, avec les gens d'Outremont. Les Québécois et Québécoises ont été clairs avec le gouvernement fédéral. C'est le temps de mettre fin au traitement de faveur qu'ils reçoivent les gens du Web. 72% des Québécois s'opposent à l'entente secrète du gouvernement avec Netflix et 89% exigent qu'il soit public. On va parler plus de ça sûrement tout à l'heure. Je suis en train de voir que c'est le temps de finir, alors je laisse ça là. Merci. Vous êtes très discipliné. Ben, c'est le monsieur en arrière. J'ai vu que vous êtes... J'aurais pas dû regarder le monsieur en arrière, puis juste vous regarder à vous, comme les autres ont fait. Madame Sanchez, de toute façon, vous parliez de de la question sur laquelle je voudrais vous lancer, à savoir la crise des médias. On parle beaucoup de la crise des médias et je me rends compte, étant moi-même faisant partie des médias, que je pense qu'on a une très petite idée de ce que ça veut dire. On pense à la révolution numérique, on sait que tout le monde a maintenant des téléphones intelligents, etc., mais on ne conçoit pas ce que ça veut dire pour les médias que dans l'espace de 15 ans, nous avons absolument tué un modèle d'affaires vieux de 300 ans. C'est-à-dire où des journaux, essentiellement une presse écrite pour commencer, et le reste au suivi, on produise des nouvelles et sur les lecteurs qui peuvent attirent des annonceurs et financent leur production de cette façon-là. Avec l'arrivée des géants web, en l'espace de 15 ans, des géants dont Facebook, Google, Apple, Amazon et j'en passe, ne produisent rien, ne payent rien, n'embauchent aucun journaliste, ne sont imputables pour rien. Et pourtant, aujourd'hui, je pense qu'ils obtiennent près de 80% des annonces publicitaires. Donc, nous sommes tous en train de mourir. Que pensez-vous? Que devons-nous faire? Est-ce qu'il y a un ordre de réponse? Je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est ça l'ordre de réponse ou est-ce que j'y vais? C'est la deuxième personne qui a commencé. On va nous caler à chaque fois. Donc, ce serait M. Cyril qui commencerait, ensuite M. Duchesne, Mme Sanchez, M. Reid. En dernier. C'est comment vous dites? C'est la deuxième. C'est décalé. Décalé d'accord. Donc, c'est vous qui commencez, M. Cyril. Okay, What is the... non, en français. En français, absolument. Donc,
Je m'excuse. J'ai un anglophone qui parle français, donc je m'excuse d'avance pour mon petit accent. Puis la vitesse que je parle. Donc, là-dessus, qu'est-ce que moi, je pense que c'est la même chose de faire. Alors, au CBC, au départ, Radio-Canada, il y a un avantage au-delà, c'est ce qui fait partie du problème aussi. Oui, c'est les autres. Au départ, on devrait avoir à la question, là. sur Avant, Netflix et etc. Oui. Est-ce que vous considérez que c'est juste que ces géants du web n'aient pas les mêmes règles que tout le monde? Non, c'est pas juste pas en tout. Ça, au départ, c'est equality, égalité, dans toutes les démarches. Ils devraient jouer avec les mêmes règles de jeu que tout le monde. Donc, c'est comme on a dit, Uber, c'est pas un taxi. Comme un break, c'est vraiment un taxi. Là. Donc, les autres, ils sont en train de fournir les contenus. Et oui, ils produisent eux-mêmes, puis il y a beaucoup de contenus qui étaient produits par les citoyennes, mais en même temps, ils devraient jouer avec les mêmes règles de jeu qu'eux autres. Donc, ça voudrait dire que Facebook et compagnie devraient payer des taxes, etc. Là. Vous êtes d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec ça. Madame Sanchez. Monsieur. Oui. On est d'accord, et même le nouveau vice-président de Facebook, en janvier, a dit que oui, nous devrions, Facebook, payer des taxes dans d'autres pays. Et sachez que quand le gouvernement Trudeau dit les Canadiens ne veulent pas de la taxe Netflix, c'est de la manipulation, c'est un peu comme la novlangue d'Orwell. Dans la communauté européenne, on impose et on demande à Netflix 30% de contenu européen. Il y a des pays comme la France, l'Espagne qui demandent déjà 3%. C'est pas beaucoup, là, 3%. On paye beaucoup plus que ça de taxes à tous ces géants-là. Donc, Amazon, YouTube, Facebook sont contraints de payer et de financer des productions locales. Ils le font en Hollande, ils le font au Brésil. D'ailleurs, incidemment, au Brésil, c'est une série qui s'appelle 3% qui est sur Netflix, où les riches de ce monde et les pauvres, qui constituent 99% de la population, doivent faire un concours, une sorte de bataille pour espérer devenir riches. Et c'est un peu l'odieux qu'on a en ce moment. Radio-Canada est sous-financé. Il y a 5 productions qui se font sur 100 projets qui sont présentés, donc 3% la série d'anticipation, et la réalité, c'est 5%. C'est la même chose pour les séries web. Il y a une centaine de projets qui sont présentés chaque année au Fonds indépendant de production. Il n'y en a que 5 à 6 qui vont en ondes. Donc, le talent est là, la possibilité n'est pas là. Et justement, comme vous le disiez, aux dernières négociations de l'ALENA, le gouvernement de M. Trudeau a concédé à ces géants-là, que sont Facebook, Amazon et Google, l'impunité, à savoir s'ils publient sur leur site des fake news, s'ils publient sur leur site de l'information qui a été piratée et qui a été volée dans la presse écrite, ils ne sont pas responsables, ils sont dédouanés. Donc, non seulement ils ne paient pas de taxes, ils n'ont aucune obligation légale. Donc, le gouvernement Trudeau nous vend la culture canadienne à rabais. En fait, ne s'en occupe pas, ne s'en préoccupe pas, alors que tant de pays le font. Ce n'est pas une hérésie, ça se fait ailleurs. Pourquoi on ne ferait pas ici cette saine contribution-là? Nous payons tous des taxes. Pourquoi ces géants multimilliardaires ne donneraient pas le 3% qu'ils donnent dans plein de pays de la communauté européenne? Merci. 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 Tout à fait d'accord. Ça n'a pas de bon sens. Alors, j'aimerais revenir rapidement à l'impact que vous avez commencé à décrire. Alors, juste pour nous rappeler, environ 25% des journaux et des hebdos depuis 8 ans ont disparu. On a les revenus des quotidiens ont diminué par 40%. C'est beaucoup. Ils ont perdu ce revenu-là. De 2008 à 2016, il y a plus de 600 500 emplois qui ont été perdus. Alors, c'est vraiment grave. On est devant une crise. Quand les gens parlent du crise des médias, c'est pas une blague, là, c'est vraiment une crise. Puis, l'impact sur notre capacité comme société de bonifier notre culture, notre langue, c'est sûr que l'impact est énorme. Alors, oui, pour répondre à votre question, absolument, je pense qu'on est d'accord ici. Il n'y a aucune raison pour laquelle ces compagnies ne devraient pas payer des taxes comme tout le monde. Alors, il y a la TPS, que, comme vous avez bien dit, c'est utilisé pour faire peur aux gens, mais si on paye du TPS pour tous les autres services, pourquoi pas payer pour celui-là? Ce n'est pas une nouvelle taxe, est-ce que tout le monde peut être traité pareil? Alors, nous, on paye pour d'autres services, pourquoi pas payer pour celui-là aussi? Alors,
une chose que l'NPD demande, c'est que le TPS soit récollecté par ces entreprises-là. Mais la deuxième, qui est peut-être plus importante, c'est que tous les revenus qui sont faits ici, dans les services qui sont livrés au Canada, ne paient aucun impôt, zéro. Alors, comme ça a été dit, les autres pays le font déjà. On est le seul pays, le Canada, de tous les pays du groupe G7, on se compare souvent avec ce groupe aussi, on est le seul à ne pas exiger que ces compagnies du web payent le taxe sur les revenus qui sont générés au Canada. On ne parle pas des revenus qui sont générés ailleurs, c'est les revenus générés au Canada. Alors, où est-ce que cet argent va au lieu de venir chez nous? Ça va à d'autres pays où les multinationales ont un bureau ailleurs, aux États-Unis souvent, Silicon Valley, ou ça va aux paradis fiscaux. Mais ça ne vient pas ici pour renforcer notre capacité, la capacité de notre gouvernement de réinvestir dans notre culture, dans les médias, dans Radio-Canada. Monsieur. Oui, si on regarde dans une journée donnée Facebook, on s'aperçoit que beaucoup d'utilisateurs Facebook postent du contenu des journalistes canadiens et les commentent. Alors, déjà, Facebook, et si vous regardez la plupart des sites électroniques des journaux, il y a le lien Facebook. Donc, essentiellement, le journalisme canadien fournit du contenu à Facebook de façon gratuite. Et Facebook fait des revenus à cause de l'exposition qu'ils ont plus que des fois les plateformes numériques des journaux canadiens. On devrait être capable, avec les moyens électroniques, de mesurer le contenu canadien de journalisme professionnel diffusé via Facebook. Essentiellement, les journalistes canadiens, les organisations journalistiques canadiennes fournissent du contenu gratuitement à Facebook et ils font du profit sur le dos des journalismes professionnels. Et on devra trouver un moyen pour équilibrer ça, donc une taxe sur les revenus de Facebook, compte tenu qu'ils utilisent du contenu canadien pour faire de la publicité, est tout à fait logique et tout à fait juste. Et moi aussi, je pense, comme précédent, il faudrait que le gouvernement de Trudeau rende publique l'entente secrète Netflix avant le mois d'octobre, lors du scrutin. C'est une demande que je pense qu'on devrait écouter. Alors, si je comprends bien, on est tous d'accord pour que Facebook et compagnie payent les taxes de vente. En plus, on suggère qu'ils payent l'impôt sur les revenus qu'ils font ici. Et en plus, vous dites qu'il faudrait sur un impôt... vous avez... Des droits. Des droits. Est-ce que vous êtes d'accord aussi, parce que l'histoire continue avec les exemptions à Facebook et compagnie, ils ont une déduction fiscale, eux. Alors que les compagnies qui publient dans les journaux, Le Devoir, le Journal de Montréal ou n'importe où, ou à Radio-Canada, n'ont pas de déduction fiscale, les géants du Web ont une déduction fiscale. C'est tombé dans les... C'est le genre de choses que le SCRTC examine en ce moment. Oui. Qu'en pensez-vous? Mais là, je ne sais plus dans quel ordre je fais ça. Là. Est-ce que je pense qu'on commence ici. Ouais. OK, on va Michel. Bien, c'est tout à fait dans l'ordre de la pensée du paradis fiscal libéral, à savoir, on n'en parle pas, on va en parler 3 ou 4 jours, on va pleurer pour s'excuser des torts faits aux gays. Par le passé, je suis gay athée, je peux m'afficher ainsi, et on va tasser sous le tapis le principe des paradis fiscaux. Donc, l'imposition, la déduction existe, elle existe aussi. L'Alberta est surfinancée et surcréditée pour toute la surproduction du pétrole. Alors, et non seulement on leur laisse tout cet avantage-là, mais ils continuent à grossir parce que via le fameux algorithme, via le fameux principe de découvrabilité. Ce que le CRTC pourrait agir dès maintenant, c'est à la fois ces déductions-là et à la fois réglementer le contenu québécois et le contenu canadien. Ce n'est pas fait parce que, je l'ai dit, il n'y a pas de volonté politique, mais aussi parce que
on s'attaque à un géant qui a cette arrogance. C'est la culture du secret. J'ai été invité à l'automne dernier à Berlin et le Netflix agit comme à l'époque les seigneurs envers leurs censitaires et les pauvres serfs que nous sommes. C'est la culture du secret. Les contrats ne sont pas divulgués. Et Netflix refuse de dévoiler ses codes d'écoute, refuse de dévoiler comment il fonctionne avec les algorithmes. Donc, c'est la même arrogance qu'a Trump en disant « Non, moi, mon rapport d'impôt, vous ne l'aurez pas. » Donc, Netflix, Facebook a cette arrogance-là. Elle est encouragée, elle est soutenue. Et comme je le dis, la communauté européenne et tant de pays le font. Et ici, on n'a pas ce courage politique-là de se tenir debout, de défendre Radio-Canada. Ça fond, les parts de marché fondent. Je suis chargé de cours à l'université. Je parle à des jeunes ou artistes invités dans des écoles secondaires. Je parle à des jeunes de Tout.tv, puis ils font excusez-nous, monsieur, nous, on est Netflix. Donc, ils ne connaissent même pas Tout.tv. Alors, comment voulez-vous qu'ils connaissent nos émissions? J'avais une jeune Québécoise d'origine haïtienne, donc je lui parle, Dany Laferrière parle toujours de nous au Québec, nous au Québec. Elle fait excusez, c'est qui Dany? Donc, c'est ça, là. C'est vaste. Et c'est cet immobilisme-là. Ça fait des années qu'il y a des pressions qui sont faites, que le CRTC aurait pu agir et rien n'est fait. C'est ça qui est odieux. C'est le principe de la chaise vide ce soir de ces deux gouvernements. Parce qu'on a placé beaucoup d'espoir dans le gouvernement Trudeau en disant OK, sous Harper, là, on l'a connu l'austérité, on les a connus les coupures, on s'est dit bon, OK, M. Trudeau, il a fait plein de promesses. En 4 ans, il ne les a pas livrées. Et ça a été la même chose. C'est blanc bonnet, bonnet blanc. Est-ce que, avant qu'on passe, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut répondre à cette question-là? Oui. Parce que moi, j'en ai une autre avant de passer. Oui, très rapidement. Le gouvernement Trudeau a promis un allègement fiscal pour les salles de presse au niveau de la masse salariale. Il y a un comité de journalisme qui sont en train de regarder un peu comment se faire. On parle d'un allègement fiscal. Alors, c'est ça, le truc, c'est que pour qu'un allègement fiscal fonctionne, il faut que l'organisme médiatique fasse des profits. Alors là, on a la presse, qui est une OSBL, qui, dans sa structure même, ne fait pas de profit. Alors, comment est-ce que la presse peut bénéficier d'un allègement fiscal par rapport à ses profits quand elle ne fait pas de profit? Alors donc, c'est un cadeau qui n'en est pas un. Et des fois, on voit des annonces, puis c'est Pablo Rodríguez, le ministre des Communications, qui a annoncé ça au mois d'octobre, annonce un cadeau qui n'en est pas un. Alors, je demande à l'électorat, évidemment, ce soir, qui va devoir aller aux urnes au mois d'octobre, faites attention aux fausses promesses et aux fausses bonnes nouvelles du gouvernement Trudeau, parce que quand on analyse, on s'aperçoit que c'est une coquille vide. Alors, avant de lancer aux questions de la salle, Monsieur Seale, vous le mentionnez dans votre intervention, Radio-Canada ou les médias traditionnels en général. Radio-Canada, aux dernières nouvelles, ont eu leur budget augmenté par le gouvernement Trudeau, mais ça demeure extrêmement bas, tout compte fait. On est les parents pauvres des pays occidentaux. Je crois que c'est 34 $ par personne. Alors que BBC, c'est 100, puis en moyenne, c'est 90. On est loin, malgré les cris qu'on entend souvent, notamment au Canada anglais, pas tellement au Québec, par rapport à ça. Radio-Canada reçoit du gouvernement à peu près le tiers de ce qu'on donne, avec toutes les exemptions qu'on vient de nommer ici, aux géants du Web. Alors, que fait-on pour, pas seulement Radio-Canada, mais certainement Radio-Canada, comme le radiodiffuseur public, mais les médias traditionnels qui tous vivotent plus ou moins en ce moment? Oui, allez-y, M. Seale. Merci. Mais comme j'ai dit au départ, un des problèmes, c'est le terrain de jeu, il n'est pas égal pour tout le monde. On a Radio-Canada qui reçoit 1,35 million, plus 300 millions de revenus d'advertisement. Donc, c'est pas
pas tout à fait fair avec les autres. Donc, on se pose la question pourquoi les autres compagnies médiatiques ne sont pas capables de compétitionner. Je m'excuse, mais on compare quand même Radio-Canada avec les géants du Web. Là. La donnée a complètement changé. Ce n'est pas une question que Radio-Canada en reçoit plus que d'autres par rapport aux médias traditionnels. Merci. Mais que Radio-Canada, si on compare à ce que Facebook et compagnie font, c'est des peanuts, c'est un peu exagéré, mais... Facebook, ni Google, ni les autres, ils ne feront pas le devoir de quatrième pouvoir. Ça, c'est pas qu'est-ce qu'il va faire. Puis le monde, quand même, il a le choix de voir qu'est-ce qu'il veut. On a la liberté de garder qu'est-ce qu'on fait. Puis à la fin, Facebook est en train de mourir à cause de ça. Parce que tous les jeunes, ils n'utilisent plus Facebook. Moi, comme je dis, c'est le seul que je connais qui utilise. Donc, c'est plus la même chose. Le monde va choisir qu'est-ce qu'il veut, les modèles qui vont sortir. Puis moi, je fais confiance aux Québécois, Québécoises et les Canadiens qui vont avoir les modèles plus intéressants dans le court terme. On était dans le centre d'IT de Canada. OK? À ce moment, on est à Montréal, là, c'est très avancé côté éducation, côté IT, tous les logiciels, on est le hub de tout. Puis là, on ne sera pas capable de compétitionner les Google. Mais savez-vous, maintenant que vous m'ouvrez la porte, oui, Montréal, on est le hub du multimédia. On a une industrie très forte avec l'intelligence artificielle. Une directive d'Ottawa est de dire on va tout transférer ça à Vancouver. C'est là maintenant que ça va se passer. Donc, c'est décidé à notre place, un peu comme on a été une monnaie d'échange. On a dit, OK, on va, avec la renégociation de l'ALENA, tant pis pour vous, les producteurs laitiers, les producteurs d'œufs. Nous, on défend l'industrie automobile en Ontario. Donc, il y a ça. Et quand vous dites le libre marché, c'est tout à fait faux. C'est des milliards et des milliards en publicité que met Facebook, que met YouTube, que met Amazon, que met Netflix avec leur fameux algorithme. Donc, c'est comme si vous me disiez « Ah ben non, c'est correct, j'ai mon petit restaurant au coin de la rue, je peux me battre contre McDonald's à armes égales. » On ne peut pas se battre contre des millions. Et c'est pas vrai que les Québécois et les Canadiens vont aller découvrir notre culture alors qu'ils sont bombardés constamment. Le fameux algorithme, la fameuse découvrabilité, on se bat à armes inégales et le CRTC aurait le pouvoir maintenant, pas 2023, pourrait tout régler maintenant. Attendez. Oui. OK. Si je comprends bien ce que dit M. Seale, c'est qu'il faut désinvestir dans Radio-Canada. Non, je reste investir la même chose qu'on investit, mais enlève... Oui, mais si on enlève les revenus, c'est désinvestir dans Radio-Canada, parce que Radio-Canada ne va pas être capable de survivre avec ce que l'État lui donne, et s'il lui enlève les revenus publicitaires. Ça change le rôle. On a perdu les bureaux régionaux. Ce qu'on change, c'est qu'on demande la disparition de Radio-Canada comme on connaît le diffuseur public actuellement. Si on suit votre proposition, OK, le contenu régional et les postes régionaux vont encore plus disparaître. Nous allons pas avoir du contenu régional qui, faute de simplement de masse publicitaire, vont pas être capables de souvenir. Le modèle canadien, au niveau de l'information régionale, au niveau des émissions régionaux, dépend d'un diffuseur public fort et financé. On est un immense pays. Il y a des zones qui ne peuvent pas, si on adoptait le modèle privé que vous proposez, ne pourraient pas se permettre une radio d'État. Alors, si on veut que les gens de Rimouski, de Gaspésie, des Îles-de-la-Madeleine, du Saguenay-Lac-Saint-Jean aient accès à de la radio et de la télévision de qualité, il faut une radio, une télévision publique forte. C'est ça. Puisque je réponds, c'est le mandat de... Excusez-moi, oui, merci. Laissons parler, madame. Merci. Alors, Radio-Canada. Est-ce que les gens ici savent que le beau bâtiment qu'on a ici au centre-ville, qu'on voit un peu partout, est plus à nous? Ça, c'était notre maison, la maison de Radio-Canada. Ça a été vendu. Les gens savaient? Oui. Bon. Alors, ça, c'est un désinvestissement. C'est grave. C'était pas juste le bâtiment, c'était qu'est-ce qui se passait dans le bâtiment. Alors, on produisait beaucoup de contenu canadien, québécois,
Là, je pense que le dernier, si je ne me trompe pas, vous êtes l'expert, mais la dernière émission qui va être produite là, c'est en avril. Après ça, c'est fini. Qu'est-ce qu'on va faire? On va sous-traiter. On va donner de l'argent au secteur privé pour produire du contenu canadien-québécois, mais on arrête de produire ça de façon indépendante. Puis je pense que c'est le mot-clé que M. Green a mentionné tout à l'heure. Vraiment, on donne ça au privé. Puis quand on dit que Facebook ou d'autres pourraient produire du contenu pour nous, bien, ce n'est pas la même chose. Avoir un radiodiffuseur indépendante qui est financé par l'État, ça garantit, je pense que c'est l'antidote parfait pour fake news, c'est clair, mais ça garantit qu'on est en train de promouvoir puis protéger notre culture. Alors, Radio-Canada, Maison Radio-Canada, c'est plus à nous. C'était la maison de tous les Québécois. On l'a perdu. Pire encore, c'est le contenu qui était là. Alors, ils avaient des archives, des vidéos, tout l'historique de Montréal, du Québec, vendu, comme dans un écran. Comme les costumes, alors, les costumes de tous les costumes, etc. Tout a été vendu. Alors, on a perdu ce lien historique, cette archive, c'était une richesse culturelle qu'on a perdue. Alors, c'est difficile d'entendre. Parce qu'on n'a pas oui, excusez-moi. C'est dur d'entendre que, tu sais, on est en train d'augmenter les ressources de Radio-Canada, c'est pas vrai. J'aimerais aussi faire un point, si vous me permettez. Je pense qu'il ne faut pas se perdre dans les détails. Puis le problème qu'on a maintenant, c'est qu'on a ce monde qui est réel. Facebook, tout ça, Netflix, c'est réel. C'est là. Puis notre système législatif n'a pas suivi. Puis ça, c'est une des promesses que les libéraux avaient faites. Ils avaient dit qu'ils allaient changer ça. Madame Joly avait dit, en arrivant, le gouvernement, on va changer ça. 4 ans après, on est aux 4e consultation, on n'a pas changé les lois encore. Alors, on n'a pas mis les lois à jour pour gérer ça. Alors, on a toutes ces compagnies-là qui font énormément d'argent, qui attirent l'argent qui, avant, publicitaire, allait chez nos médias ailleurs, puis il n'y a aucun règlement, puis ils ne payent pas d'impôts. Alors, le problème, c'est vraiment de manque d'encadrement pour ces compagnies-là, pour s'assurer qu'on les taxe, pas seulement l'argent, mais qui soit soumis aux règles que tout le monde est soumis par rapport au contenu canadien aussi. Merci. Monsieur Cyr, un droit de réponse. Vous avez le droit de réponse. Bonjour, merci. Moi, je n'avais pas parlé d'enlever Radio-Canada du tout. En effet, que je parlais, c'était changer la raison d'être de Radio-Canada pour retourner le régional. Qu'est-ce qui existait dans le passé? Radio-Canada était fait parce que le Canada est extrêmement large, puis il n'y avait pas un fournisseur qui était capable de faire quoi que ce soit dans les régions éloignées. Donc, Radio-Canada, son but original était de préserver la culture canadienne, québécois aussi. Ce n'était pas de faire les cook shows, les shows de cuisiner, des affaires de sport. Il y a des channels de sport qui fait 24 heures sur 24. Radio-Canada n'est pas là pour compétitionner ces affaires-là. En plus, il fait mal, ces compétitions, ces affaires-là. Donc, il devrait retourner à leur but original. Puis oui, on continue les funds, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là, mais si on enlève le versement de le revenu de source hire, puis on laisse le marché, les autres journalistes, compagnies médiatiques, avoir cet le revenu. De là, ils vont commencer à avoir une soupe d'air dans l'industrie pour qu'avoir le 4e pouvoir retourner comme il était. Parce qu'à ce moment-là, il n'a pas de revenu pour ces compagnies-là. C'est pourquoi il fait faillite, pourquoi le monde ne peut pas avoir le job. Mais le revenu pour le Radio-Canada n'est pas faire, parce qu'ils sont déjà subventionnés. Puis, en plus, il y a tout l'advertisement, le revenu. Mais au moins, Radio-Canada ne fait pas de fake news. Et c'est la question du public que je vous pose. Bien, est-ce que le gouvernement devrait faire quelque chose pour contrer ou minimiser les effets de fake news? Et si oui, quoi? Bon. Monsieur Green. Bon, je vais essayer de répondre à ça. On voit des organismes médiatiques crédibles, puis on voit régulièrement ce qu'on appelle la vérification des faits. Lors des débats politiques, il y a des journalistes et une équipe de journalistes qui font la vérification des faits. Les politiciens aussi émettent du fake news, et ça, on le voit quasiment tous les jours. Donc, la vérification des faits est importante. Encore une fois, il faut une équipe de journalisme professionnel capable de faire la différence entre ce qui est probablement faux et ce qui est peut-être un peu plus vrai. Et pour ça, il faut soutenir les salles de presse, le journalisme d'enquête, les journalismes professionnels, pour qu'ils puissent être notre bastion contre l'inondation de fake news.
Merci. Je vous demanderai d'être le plus bref possible, mais c'est un bon exemple. Alors, M. Steele, brièvement, là, je descends la ligne, c'est plus simple. Au départ, c'est le gouvernement. Je travaille pour le gouvernement. Je le sais, le gouvernement n'est pas très, très efficace. Il n'est pas très agile. Il n'est pas capable de faire. Attaquer quelque chose qui était aussi vite, qui change journalièrement, c'est presque impossible. De réglementer quelque chose, la solution, ce n'est pas rajouter plus en plus de gouvernement sans arrêt, là. On n'est pas dans un nanny state. On n'a pas besoin de le gouvernement de dire comment faire tout. Aujourd'hui, il y a tellement de monde avec l'Internet qui sont capables de... ça, c'est le fake news, si c'est vrai ou pas vrai. On est capable de faire ça avec les business qui existent déjà. On n'a pas besoin d'une autre arme de gouvernement énorme qui coûte un autre milliard de dollars pour superviser les affaires qu'on est capable de superviser nous-mêmes. Ça existe déjà. Laisse le marché faire son travail. Donc, ça, c'est la meilleure manière. Donc, selon vous, Facebook fait son travail par rapport à fake news? Facebook, s'il continue dans le chemin qu'il est en train de faire, il va faire faillite eux-mêmes. Là, parce qu'il a déjà été sous-inquiète sans arrêt. Parce qu'il se passe chez eux. Très bien. Madame Sanchez. Je l'ai déjà mentionné tout à l'heure, pour nous, l'antidote parfait pour fake news, c'est d'avoir des médias indépendants, forts, professionnels, qui soient financés, dans le cas de Radio-Canada, bien sûr, par le gouvernement, puis les autres médias qui ne sont pas publics, qui soient appuyés avec les fonds qu'il faut, pas retirer. Ça qu'on est en train de faire maintenant, c'est de retirer les fonds de ces gens-là, parce qu'on n'est pas capable de taxer ceux qui sont en train d'accaparer toutes les publicités. Alors, il faut s'assurer que les règles sont justes pour tout le monde, puis que nos médias continuent à bénéficier des ressources qu'ils ont besoin pour être forts, pour être professionnels, puis être indépendants. Ça, c'est plus les fonds gouvernementaux? Écoute, les fonds directs pour Radio-Canada, absolument. Si c'est notre radiodiffuseur public, il faut que ça soit financé par le public. Mais pour les autres médias, on est en train de maintenant, parce que les règles ne sont pas pareilles pour tout le monde, on est en train de privilégier les gens qui vont mettre des annonces dans les web, puis pas dans les médias canadiens. Alors, ça va en contre de ça qu'on veut faire, c'est de protéger notre culture. Monsieur Duchesne. Oui, comme je le disais plus tôt, lors de la renégociation de l'ALENA, M. Trudeau et ses ministres ont concédé à Google, à Facebook et YouTube l'impunité pour tout ce qui est fake news et tout ce qui est vol de propriété intellectuelle. Pour ce qui est de Radio-Canada, je me porte vraiment... Écoute, j'ai commencé à Radio-Canada en 1992. Il y avait tout un étage qui ne faisait que des émissions culturelles. Ça a disparu. Il y avait un étage qui ne faisait que du variété. Ça a disparu. Il y avait 2 étages qui faisaient de l'information, qui faisaient des émissions jeunesse. Ça a disparu. Les bureaux régionaux disparaissent un après l'autre, comme nos journaux locaux disparaissent un après l'autre. Si on veut se battre contre les fake news, c'est de l'argent qui doit être réinvesti. Le peu d'argent qui a été réinvesti dans les dernières années de Radio-Canada, c'est une pinote comparée aux coupures pendant 8 ans que le gouvernement Harper a imposé à Radio-Canada, qui n'aimait pas beaucoup, comme Trump n'aime pas beaucoup les médias qui parlent en mal de lui. Alors, pour se battre contre ces fake news, c'est de l'argent. YouTube paie en ce moment des YouTubers en Europe pour se battre contre le contenu imposé de contenu européen, en disant à leurs YouTubers, dites à vos fans que ça va briser notre liberté, qu'on ne pourra plus créer, etc. Donc, un peu comme les scabs de jadis, on se bat à armes inégales et on demande au CRTC d'appliquer les lois et réglementations qui existent déjà, de ne pas... je m'excuse, je dis ça déjà. Donc, on n'a pas besoin d'attendre 3-4 ans. On est en train d'affamer notre culture et d'assécher toute cette liberté de presse au nom du laisser-aller. C'est pas vrai qu'on peut faire le libre marché, que si on est avec des slingshots, on est comme le jeune Chinois qui s'est placé debout devant un tank à Tiananmen, puis là on fait « Ah, il faut sourire, on va espérer qu'il va freiner ». C'est de la pensée magique. Belle métaphore, belle métaphore. Je passe à une autre question. Je privilégie les questions courtes parce qu'il y en a tellement. Je m'excuse. Alors, quelle stratégie le gouvernement doit-il développer pour permettre une plus grande visibilité des contenus canadiens et ou québécois en priorité? M. Green. Ce qui a toujours fonctionné, c'est un État subventionnaire fort pour aider à du contenu canadien. Si on regarde le contexte québécois,
on est la petite grenouille entourée du bœuf américain, mais on gonfle pas mal. Et si on regarde le contenu du Québec, la diversité et ce bouillon de culture québécois qui ont permis de faire des émissions phares, des comédiens maintenant qui ont une stature internationale, des chanteurs qui ont des carrières internationales, c'est grâce à de l'aide de l'État qui a aidé une incubation de la culture. Et ça doit rester. Si on veut que notre culture française soit encore là dans 100 ans, ça va prendre de l'aide de l'État. C'est comme ça. La plupart des autres pays dans le monde le font et le Canada doit continuer à le faire. Oui, M. Cyr. Mais au départ, je trouve intéressant parce que une des meilleures distributions des films québécois, des séries québécoises au moment, c'est Netflix. Pardon? Netflix se distribue les shows canadiens. Il y en a 5. Oui, je sais, mais si tu parles de comment est-ce qu'on va distribuer les affaires internationales, au départ, là, regarde, quand on produit la qualité, le monde veut. Qu'est-ce qu'on produit? C'est le monde veut. Qu'est-ce que le monde veut? Il va se consommer. Alors, ça vous marcher. trouvez qu'il y a assez de contenu canadien sur Netflix en ce moment? Non, je trouve qu'il y aura en masse, il y aura continue. Puis il va vraiment changer le modèle de business chez nous pour continuer d'augmenter. Il va sûrement acheter à Crave quelque chose de même pour avoir le contenu pour le CRTC. Ça va arriver à un moment donné. Là. Mais pour l'instant, là, si on produit, qu'est-ce que le monde produit? Qu'est-ce que le monde veut? C'est qu'est-ce qu'il va acheter. Là. Ne peut pas forcer le produit québécois sur le reste du monde. Là. Oui, on soutient les cultures québécois pour les Québécois. Je suis sûr, et les Canadiens aussi. Mais ça, c'est le job de CBC, de Radio-Canada, de faire ça. Ça, c'est leur job. Mais la question, c'est comment, on ne parle pas nécessairement juste de Netflix, la question est comment augmente-t-on le contenu canadien? Netflix, c'est un bon départ pour ça. Là. Netflix, c'est quand même un bon départ. Là. Vous trouvez que c'est un bon départ? Madame Sanchez? Alors, je pense qu'il faut comprendre qu'on est en réduction. Les fonds qui allaient pour soutenir ce contenu est en réduction parce que les fonds venaient en grande partie des taxes qui étaient payées, puis des revenus des différents médias. Puis ces médias ont plus les revenus qu'ils avaient avant. C'est les web qui font ces revenus-là, puis ces revenus ne sont pas taxés. Alors, on est en train de perdre l'argent. Je vous donne un autre exemple de quelque chose que le gouvernement pourrait faire. En 2017, notre gouvernement fédéral a dépensé 6,8 millions de dollars en publicité dans les géants du web. Alors, au lieu de mettre cette publicité dans CTV, Globe and Mail, Le Devoir, etc., ils l'ont envoyé à Facebook, à Netflix et d'autres. 6,8 millions de dollars. Alors, si ils auraient mis ça dans nos médias à nous, ça aurait généré des moyens pour que les médias puissent... C'est sûr que nos médias vont produire pour nous. C'est des Canadiens, ils nous parlent à nous, les Canadiens. Netflix puis d'autres n'ont aucune, si ce n'est pas réglementé, aucune incentive pour produire pour le Canada. On est un petit marché. C'est pour ça qu'on a créé Radio-Canada, parce qu'on est un petit marché éparpillé partout dans le pays. Alors, pendant 50 ans, ça a très bien fonctionné, jusqu'à que cette nouvelle réalité des web numériques est arrivée sur la scène. Alors, il faut trouver la façon, on ne va pas éliminer Netflix et Facebook, mais il faut trouver la façon, puis c'est simple, il faut les taxer sur le revenu, il faut qu'ils chargent le TPS, puis il faut que les règles qui s'appliquent à tout le reste s'appliquent à eux aussi. C'est simple. On a un système qui fonctionne, il faut juste les intégrer à ce système-là, puis on va sauver la production canadienne et québécoise qui est tellement importante pour notre identité comme pays puis comme culture. En fait, le plus gros problème en ce moment, c'est la culture du secret. C'est des ententes qui sont faites secrètement, qui ne sont pas dévoilées. Bon, Netflix en est une. L'entente avec Google, Facebook pour la non-impunité en est une autre. Souvenez-vous, les Panama Papers, il y a 1 an et quelques, toute la liste des compagnies. Ce sont des choses qui ne sont pas adressées, qui ne sont jamais réglées. Il y a un ministre qui a des compagnies
qui fonctionne avec les paradis fiscaux. Oups, il s'en va en vacances, il s'en va aider sa famille. C'est cette culture du secret-là qui a été mise à mal et en fait qui a été défendue par la communauté européenne. Je reviens encore. Il y a tant de pays qui le font, qui imposent des contenus locaux. 30% dans un pays, 10%. La France demande 10% à Netflix, juste 10% de séries et ou de films français. Nous, c'est 0. Duplessis demandait 1 scène la tonne à l'époque pour le minerai. On demande rien. Donc, il faut en finir avec cette culture du secret-là et cet aplaventrisme devant les géants du web. Très belle entrée, oui. Très belle entrée en matière. Pour la prochaine question de Yann, quelles mesures votre parti compte-t-il mettre de l'avant pour que les multinationales du numérique paient leur juste part et, tant qu'à y être, soient plus transparentes? Oui. Premièrement, il faudrait voir le deal secret que le gouvernement canadien a eu avec Netflix. Ça pourrait nous donner des indications à peut-être faire plus ou peut-être à ne pas faire. Une façon qui a été débattue, je me souviens quand Mélanie Joly passe à Tout le monde en parle, pas une de ses meilleures interviews en passant, vous en souvenez, on posait la question directe, pourquoi ne pas forcer Netflix à verser des sommes dans le Fonds canadien des médias qui pourrait être redistribué? C'est une redevance qu'il paye. Bon. Et puis là, évidemment, vous vous souvenez que Mme Joly a patiné pas mal, hein? Et puis, elle n'a pas répondu à la question. Alors, une des choses qu'on ferait, c'est de regarder si on ne pourrait pas forcer une redevance. L'analogie avec le minerai est très bon. Les minières qui exploitent nos ressources payent une redevance. Alors, une redevance culturelle qui sera versée au Fonds canadien des médias, qui a un budget d'à peu près 324 millions. On pourrait quasiment l'augmenter beaucoup pour faire plus de contenu canadien et québécois. Donc, le Parti vert s'engage à faire avec les numériques, les géants du numérique, ce qu'on faisait avec les câbles distributeurs. Oui. C'est ça? Très bien. Monsieur Seale. Ça vient même pour le CTRC, il faut qu'ils payent leur partie pour le fonds médiatique aussi. Donc, le CRTC, tout le monde paye les fonds, ceux qui fournissent les médias. Il faut qu'ils paient aussi pour le redistribuer ceux qui sont plus petits. Donc, c'est une redistribution qui se fait au CRTC. Oui, mais Netflix n'est pas soumis. Je sais, je suis en train de dire ça. À ce moment, la meilleure manière, c'est de traquer combien de monde au Canada qui utilise le service, c'est combien de monde qui paye Netflix. Oui, mais ils refusent de donner alors, leur qu'est-ce chèque. que le Parti populaire du Canada veut faire, propose? On propose simplement, ils sont sur le même terrain que tout le monde. S'ils veulent faire les médias ici, au Canada, il faut qu'ils produisent le même contenu que tout le monde. C'est le même règlement pour tout le monde. Et qui paye. Mais pour les Qui paye au fond. Ben voilà. Alors, vous avez la même position que le Parti On est vert. d'accord. Yeah! C'est bien. Ça, c'est la collaboration de partis. Excellent. Ah, je viens que tu l'as. Alors, c'est à mon tour? Oui, merci. Alors, j'aimerais juste souligner avant ma reconnaissance de mon collègue Pierre Lantel. Pour ceux qui suivent ces dossiers, je pense que vous pouvez être d'accord, ils se battent à toutes les semaines sur ces sujets au Parlement. Puis je suis très fière de son travail, puis moi, je m'engage, quand je vais être élue, à aller me battre à côté de lui pour la culture et les médias. Alors, l'MPD propose certaines choses. Ça a déjà été mentionné, mais je résume. Alors, première chose, ils font imposer les revenus des géants du Web, les revenus qu'ils gèrent au Canada. Il faut le faire, c'est clair. Il faut exiger qu'ils perçoivent le TPS. Vous parlez que tous les autres pays, beaucoup d'autres pays le font déjà. Facebook, si je ne me trompe pas, c'est Facebook, a décidé volontaire de taxer le TPS. Alors, sans que le gouvernement canadien le exige, parce qu'ils sont exigés à faire ça en Europe, ils ont dit, on va le faire aussi au Canada. Ça, c'est aberrant. Quand une compagnie décide, c'est pas correct qu'on ne fait pas ça, on va le faire, même si les Canadiens ne nous demandent pas de le faire. Alors, voilà un exemple intéressant de comment on est du mauvais côté de l'histoire. Troisième point, soumettre Netflix et les autres géants du Web aux mêmes règles que les diffuseurs et distributeurs locaux. Il faut absolument... On a une règle, ça fonctionne, tout le monde devrait être là-dedans. Puis finalement, légiférer pour qu'aucun gouvernement ne puisse signer une entente avec un géant du Web dans le futur sans consulter le Québec. Merci. Merci.
Monsieur Duchesne. Alors, il existe en ce moment une coalition pour la diversité culturelle qui regroupe plus de 40 organismes, pas seulement au Québec, au Canada en entier, et qui se bat justement pour préserver cette diversité et à laquelle tant d'organismes. Ici, vous pouvez penser à l'Union des artistes, le syndicat sur lequel je siège depuis plusieurs années, le syndicat des scénaristes, les réalisateurs, les producteurs, tous les câbleaux-distributeurs, à la fois Radio-Canada, à la fois Québécois, tous disent d'une même voix, il faut réglementer, il faut rééquilibrer cette odieuse chose qui fait que les productions francophones fonctionnent avec 38% du budget des productions anglophones versus les millions de Netflix. Alors oui, le Bloc québécois travaille main dans la main avec cette coalition pour la diversité culturelle qui s'adonne à être pan-canadienne, mais qui dit d'une même voix, on est en train d'étouffer la diversité. Sachez qu'en Europe, donc j'ai été à Berlin à ce congrès-là, il y a un tocsin, la sonnette d'alarme a été lancée, des gros joueurs là, comme la BBC, comme France 1, France 2, s'inquiètent de la dégradation en ce moment des parts de marché, s'inquiètent de cette diversité culturelle-là. On se Netflixise à la grandeur de la planète et ces dirigeants-là disaient, si on n'agit pas d'ici 2 ans, ça en est fini. Donc, c'est pour ça qu'en date du 1er janvier, la France et l'Espagne ont réglementé, ont demandé des 3%. Et c'est pour ça qu'on dit que maintenant, le CRTC pourrait le faire, mais il n'y a pas de volonté politique. Alors, c'est pour ça aussi qu'on s'en va en élection, pour défendre la culture. Merci. Donc, dernière question générale. Après ça, j'aurai une question pour chacun d'entre vous, spécifique. Cette question est de Michael. C'est sur les radios communautaires, qui est un moyen pour les gens qui s'engagent dans les affaires de la cité, mais qui traversent en ce moment une crise existentielle, comme tous les autres médias. Est-ce que votre parti sera en faveur du soutien aux radios communautaires du Québec? Oui. Et de quelle façon? Oui, actuellement, il y a un fonds d'à peu près 10 millions de dollars par année pour soutenir ce qu'on appelle la production régionale au niveau radiophonique et télévisuel. Jusqu'à présent, c'est une production qui n'est pas tout à fait communautaire, mais qui pourrait effectivement l'être avec une injection additionnelle de fonds. La radio et la TV communautaire sont nos incubateurs de grands journalistes de demain. Beaucoup de journalistes de Radio-Canada et TVA ont passé par la radio communautaire. Alors, c'est communautaire, c'est local, c'est une production locale. On crée des artisans journalistes de la radio et la TV, et ça, un gouvernement fédéral devrait appuyer ça. Merci. Radio communautaire. C'est bien, au même, c'est les fonds pour Radio-Canada qui soutiennent. Si on revient à nos bases, qu'est-ce qu'on a fait dans le passé? Donc, si on arrête de livrer les marchandises qui ne sont pas capables de compétition avec les autres chaînes de radio, chaînes de médiatique, chaînes de télévision. Donc, on n'a plus besoin de faire ces affaires. Retourne à la base. Dans les régions régionaux, puis les cultures régionaux pour partager l'expérience canadienne, ça fait partie de l'origine de Radio-Canada. Ça, c'est le but. Alors, je vous comprends mal. Vous dites qu'on a les médias qui ne peuvent pas compétitionner, ne peuvent pas... non, je suis en train de faire, si on revient à la base, le Radio-Canada d'origine, CBC d'origine, qu'est-ce que ça existait dans le passé? Mais ce n'est pas une radio communautaire. Non, mais le régional, qu'est-ce qu'il faisait? C'était éloigné, toutes les régions éloignées. Il remplit ce rôle-là. Oui, mais là, on parle des radios communautaires. Est-ce que vous avez quelque chose à leur suggérer, à leur offrir comme parti? Mais ça devrait faire partie de leur responsabilité de le CBC. C'est un nouveau rôle. Ils devraient soutenir ces affaires-là. D'accord. Madame Sanchez? Avec plus d'argent, sûrement. Alors, les radios communautaires recevaient avant des fonds des grands médias, des médias plus importants dans le pays. Il avait une obligation de donner un montant pour les radios communautaires. Le CRTC a coupé ça fait quelques années. Alors, on avait un système, ça a été coupé. Ça fait partie de cette crise-là. Alors, au NPD, on a une proposition que quand je reviens à mon point de tout à l'heure, le grand problème ici, c'est qu'on a des médias qui sont pas inclus dans notre système légal actuel. Alors, nous, on est en retard. Le monde a avancé, puis nos lois traînent.
Il faut les moderniser de façon urgente, pas dans 4 ans, 5 ans, urgent. Puis quand on va faire ça, il faut tenir compte des radios communautaires aussi. Il ne faut pas les laisser de côté. Il ne faut pas que ça soit une chose aléatoire ou que si quelqu'un a envie de les aider, il va les aider. Il faut que ça soit une partie intégrale de la réforme, la mise à jour de nos lois pour qu'on puisse allouer des fonds à ces médias qui sont très importants. C'est pas Radio-Canada, sont très complémentaires. J'aimerais juste dire que j'ai un frère qui travaille à CBC aujourd'hui, mais qui a commencé sa carrière dans les radios communautaires. Puis je pense que c'est un lien très important. Puis aujourd'hui, c'est son anniversaire. Alors, je suis très contente de ça. Feliz cumpleaños a tu hermano. Vous parlez ici à un ex-animateur de Radio Rive-Sud et de CIBL, la radio communautaire de Montréal. Les radios communautaires ont longtemps été les premiers diffuseurs de chanteurs émergents, de nouveaux groupes. La musique québécoise francophone y était diffusée, la musique du monde y était diffusée. Comme nos médias locaux, nos radios agonisent faute de fonds. Vous savez qu'on parle de billions, de millions, de milliards de dollars. On peut en rajouter là, des zéros qu'on perd chaque année parce qu'on ne taxe pas ces géants du web-là. Une fraction de ce revenu-là. Quand la France va chercher, je crois que c'est 500 millions d'euros par année seulement avec Facebook et YouTube. Imaginez tout cet argent-là qu'on pourrait donner à nos radios communautaires. Et évidemment, je suis de ce côté-là. Mon frère était un producteur de disques, le premier disque de Yann Perrault, de Éric Lapointe, de Loco Locas, de Marie-Jo Thériault, qui jouait sur les radios communautaires. Sans les radios communautaires, là, ces groupes n'auraient pas pu émerger. Mais sachez que ce qui arrive, mon engagement politique vient parce que j'ai vu le milieu du disque agoniser, les parts de marché fondre à vitesse grand V, plus vite que les icebergs. Et maintenant, les seuls revenus de ces artistes et de ces chanteurs-là, c'est Spotify, c'est Apple et tout ça. Ils reçoivent un artiste populaire comme Jean Leloup avec Paradise City a dit, je crois qu'il a reçu 1500 de Spotify dans son année, alors que son album était sur toutes les lèvres et dans toutes les oreilles. C'est odieux. Je vous remercie. Alors, il nous reste à peine 10 minutes. Une question à chacun de vous de la salle, adressée spécifiquement à vous. Je commence avec vous, M. Green. Vous proposez la mise en place d'une taxe pour Facebook lorsque du contenu journalistique est publié sur le réseau social. Comment assurer la survie d'un journal qui base une grande part de sa communication sur Facebook? Je n'ai pas tout à fait compris la question. C'est sûr qu'un média écrit qui a une plateforme numérique est souvent repris par un clic et le lecteur commente sur son site Facebook le contenu journalistique. Il me semble qu'on devrait avoir une façon, avec les moyens technologiques qu'on a maintenant, de vérifier le partage de contenu original dans Facebook. Alors, on parle de contenu qui devrait avoir des droits. Et vu que le diffuseur est Facebook, ou Twitter devrait payer des droits aux fournisseurs du contenu sur lequel le commentaire est fait. Et donc, ce serait une façon que le fournisseur de contenu soit compensé pour son contenu. Un peu de la même façon que quand on payait notre 35 cents pour acheter la presse. Je crois que le temps est venu, effectivement, de faire le décompte. Merci. Monsieur Seal, vous célébrez le journalisme 2.0 du citoyen reporter. Celui-ci devrait-il, je crois qu'il manque un mot, simplement remplacer, selon vous, le journaliste professionnel? Non. Non, ça ne devrait pas remplacer. On a besoin des les journalistes professionnels quand même. Donc, les deux peuvent être complémentaires. Tu peux avoir les experts qui viennent d'autres domaines, puis ça devient complémentaire. On a besoin des journalistes pour tenir le politicien comme à bout au mur pour celui qui fait le job comme il faut. Sans savoir ça, démocratie, il ne marche pas. Donc, c'est très important qu'on ait ça. Donc, on reste avec ça. Mais qu'est-ce qu'on voit, c'est veut pas, on voit sur le marché, ils travaillent, on est capable d'avoir d'autres sources de renseignements, d'autres journalistes. Donc, ça devient complémentaire. Si on est capable de réinvigorer le marché pour les compagnies médiatiques qui existent déjà et rajoute ça, ça devient quelque chose de très intéressant. Merci. Madame Sanchez,
Le niveau de confiance dans les médias traditionnels est à son plus bas. Quelle est la part de responsabilité des médias eux-mêmes face à cette situation? Je suis contente que c'est vous et pas moi qui ai Puis il y a combien de journalistes traditionnels dans la salle avant que je donne ma réponse? Aucune. OK, juste vous. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec l'énoncé dans la question. Je pense, on voit qu'il y a une crise financière qui affecte ce secteur-là. Alors, ils sont en train de perdre des journalistes, de perdre des salles de production, des ressources, des outils, des moyens. Alors, c'est sûr que le produit qu'on reçoit des médias traditionnels est minime comparé à ça qu'on avait avant parce que c'est un secteur qui perd toutes ses ressources. Mais ce n'est pas leur faute qu'ils perdent leurs ressources. On a tout à fait... Est-ce que je ne réponds pas à la question? OK, on va répéter. Mais je pense que s'il y a une perte de confiance, je ne suis pas sûre, là, ce n'est pas chez moi, alors je ne partage pas, mais s'il y en a, moi, je dirais que c'est dû au fait qu'on est en train de cannibaliser ce secteur. On ne lui donne pas de ressources, on a arrêté de le financer. Soyons clairs, là, ça qu'on a parlé toute la soirée, toutes les publicités qui allaient avant chez nos médias traditionnels, qui généraient les revenus, les emplois, les ressources, pas tout, mais une grande partie s'en vont ailleurs. Ça s'en va dans les web. Ils ne sont pas taxés, ils ne récoltent pas les taxes, alors l'argent ne revient pas dans le système. Alors, on est vraiment en train de vider le système des ressources. Alors, un secteur qui perd des ressources comme ça, des ressources humaines, des ressources financières, c'est sûr que le produit va être affecté. Alors, est-ce que les gens, comme vous peut-être, qui ont perdu confiance dans le secteur, c'est parce que le secteur n'a pas les ressources, parce que le gouvernement ne prend pas acte pour s'assurer qu'il y a des ressources qui reviennent à ce secteur pour nourrir le secteur. Puis, le fait que le gouvernement n'a pas changé les règles qui permet que ces webs-là soient à l'extérieur du règlement. Alors, les règles, les autres doivent payer des taxes, doivent tout faire, mais eux, non. C'est une compétition illoyale. Alors, ce n'est pas juste, je pense, à mon avis, de dire qu'il y a une perte de confiance parce qu'ils ne font pas un bon travail si on est en train de rien faire pour aider ce secteur à avancer. Merci. Et la dernière question, je crois qu'elle est la vôtre aussi à M. Duchesne. Peut-être que vous voulez la reformuler. Je vais quand même la poser. Toutes les industries font face à d'énormes pressions de la part de technologies émergentes, je comprends. L'impulsion de vouloir que les choses redeviennent comme elles étaient auparavant, mais suivre cette impulsion me semble une erreur. D'où vous vient cette fibre conservatrice? C'est pas vous, ça? Qui a posé cette question-là? OK. Alors... Ah oui? C'est la délégation du... Bon. Avez-vous une fibre conservatrice? Pas du tout. Pas du tout. Écoutez, si votre question vient d'où me vient, pourquoi j'ai dit oui il y a à peine un mois à Yves-François Blanchet pour venir défendre la culture et tasser certains engagements professionnels, c'est les conditions se dégradent. Je les ai vues sur le terrain. Avant, quand il y avait des reportages à profusion à Radio-Canada sur tous les postes. Musique Plus avait des codes d'écoute aussi à l'époque. Quand on envoyait ce qu'on appelait de la vidéo légère, il y avait un réalisateur, un preneur de son et un caméraman. Maintenant, j'ai une amie qui est caméra woman, qui a couvert les Gilets jaunes en France. Elle faisait la caméra, elle faisait le son et elle portait un radar dans son sac à dos pour tout envoyer. Donc, une personne fait maintenant le travail de quatre. C'est la beauté, peut-être, les conditions s'allègent, mais en même temps, c'est la dégradation du contenu professionnel. On l'a dit maintes et maintes fois, tous ces bureaux régionaux qui ont disparu, tout ce contenu, cette diversité, il n'y a plus de téléthéâtre, il n'y a presque plus d'émissions jeunesse. Les fictions, on jase dans le restaurant parce qu'on n'a pas les moyens de montrer plein de trucs. En terminant, je dirais, sur un jury, il y a une réalisatrice de série web qui allaitait son enfant et qui dit, avez-vous remarqué sur les budgets des séries web, pour arriver à faire la série, les gens ne se paient pas. Les réalisateurs, les scénaristes ne se paient pas pour pouvoir payer leur production. Donc,
mon père est décédé, mon père disait, pourquoi vous travaillez dans le culturel? Vous payez pour travailler. Maintenant, les artistes, les producteurs, les réalisateurs, on est là à quémander, dire « Hey, on voudrait vous raconter des histoires, on voudrait parler de l'actualité régionale, de l'actualité culturelle, de l'actualité politique. » On n'a pas les moyens. Laissez-vous quelques mots pour la fin, parce que nous sommes rendus à ce moment. Vous avez chaque candidate a 2 minutes. Alors, M. Green. OK, merci. Je suis interpellé pour répondre à l'intention de monsieur qui dit pour le débat, c'est pas le old news. Le débat n'est pas comment faire du journalisme professionnel. On a plein de facultés universitaires qui enseignent à nos jeunes comment faire du journalisme professionnel. C'est le contenant. C'est le Washington Post, c'est la presse, c'est le Devoir, c'est The Fifth Estate, c'est W5, c'est 60 Minutes, c'est The Guardian, c'est Le Monde. Tous ces journaux avec des artisans, c'est même Charlie Hebdo, tous ces artisans qui ont même risqué leur vie et donné leur vie à faire du journalisme de qualité et du vrai journalisme de terrain qu'on est en train de perdre. Alors le old news ou le old way of doing things a prouvé que c'est le rempart pour une démocratie saine. Et c'est la seule façon qu'on va lutter contre le fake news. Alors oui, différentes plateformes, différents moyens, des jeunes qui font du journalisme de terrain rapide avec leur satellite dans le backpack, c'est peut-être une bonne chose, mais il faut quand même avoir un appui. Il faut qu'ils puissent gagner décemment leur vie. Il faut qu'ils soient protégés contre les forces du mal qui veulent les tuer, comme on voit de plus en plus dans le monde. Pour garantir une société libre et démocratique, il nous faut des médias et des journalistes forts. Merci. Peut-être que quand j'ai poussé un peu pour les plus d'implications des citoyennes, ça a l'air que je suis contre les journalistes, mais pas en tout. Je veux le soutenir. Qu'est-ce que je veux, c'est réinvigorer le CBC et Radio-Canada dans l'état qui était, leur travail qui était, les régions plus éloignées, prendre leur responsabilité qu'il y avait toujours. Donc, de sortir le modèle de business qui est à ce moment qui ne marche pas en tout. Ils ne sont pas capables de compétitionner contre les chaînes américaines. Ils essayent sans arrêt, ils investissent, puis ils ne sont pas capables. Pourquoi on ne laisse pas les autres qui sont mieux placés pour le faire compétitionner contre eux autres? Mais nous autres, les Canadiens, ils devraient protéger nos cultures. Ça, c'est leur job, ça, c'est leur travail. Ils devraient s'impliquer davantage là-dessus. Okay? Ça, c'est le point de départ. Donc, liberté et responsabilité individuelle. On a besoin de moins de contrôle, moins d'implication gouvernementale dans ces affaires-là. Donc, le marché lui-même va prendre soin. Netflix, là, il vient au Canada, il va perdre la moitié de ce qu'il y a comme programmation. Il va la perdre. Donc, il y a d'autres compétitions qui s'en viennent. Donc, plus en plus, Netflix va prendre la barre. Donc, ça devient plus en plus compliqué pour online, qu'est-ce qui s'en vient. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Est-ce qu'on va avoir plus de réglementation? Est-ce qu'on va avoir plus de règles gouvernementales? Est-ce qu'on va avoir une autre agence au complète? On n'est pas capable de gérer aussi vite. On n'est pas capable de gérer aussi vite que qu'est-ce qui change. Donc moi, j'ai juste un dernier mot. Là, c'est Radio-Canada devrait offrir la programmation aux Canadiens, puis nos programmes les Canadiens. Merci. Madame Sanchez. Merci. Alors, merci Madame Pelletier, vraiment pour avoir aidé à faciliter cette conversation intéressante. Merci à tout le monde d'être ici encore, puis merci beaucoup aux amis de la radiodiffusion d'avoir organisé ce débat sur un sujet tellement important. Alors, les traitements préférentiels que le gouvernement libéral octroie aux plateformes numériques étrangères, qu'on a discuté aujourd'hui, menacent nos petites et moyennes entreprises, nos artistes, notre culture et nos médias. Je pense qu'on a fait ce point à plusieurs reprises. Le gouvernement doit, de façon urgente, rapidement adapter nos lois culturelles, pas de nouvelles lois, les lois qu'on a déjà, et des télécommunications aussi, à l'ère numérique. Il faut les moderniser, on est en arrière. Il faut imposer
les revenus des géants du Web qui sont générés sur notre territoire. Il faut exiger que ces géants du Web perçoivent le TPS. Il faut soumettre les Netflix de ce monde aux mêmes exigences que les diffuseurs et câblo-distributeurs nationaux. Pourquoi ils vont avoir pas de règles du tout? On a des règles, il faut qu'ils suivent les règles. Puis, il faut légiférer pour que plus aucun gouvernement ne puisse faire une entente avec une multinationale du Web sans consulter le Québec. En ce moment, les libéraux sont en contre-courant. Les autres pays industrialisés s'efforcent de faire en sorte que ces géants du Web payent leur juste part. Puis nous, on ne fait rien. En s'y attaquant, le gouvernement fédéral récupérerait plus d'1 milliard de dollars par année. C'est beaucoup d'argent qui manque dans notre système à l'heure actuelle. Cet argent pourrait permettre des meilleurs investissements pour promouvoir notre culture et pour sauver nos médias. Pour l'instant, seuls les députés du NPD comme Pierre Nantel mènent cette bataille à Ottawa à toutes les semaines. Et on a le courage de se tenir debout face aux entreprises de la Silicon Valley. D'ailleurs, notre chef, Jagmeet Singh, est le seul chef d'un parti fédéral de s'être engagé à colmater la brèche fiscale de la publicité sur Internet. Les libéraux démontrent, dans ces dossiers comme dans plusieurs d'autres, qu'eux, ils protègent les intérêts du 1% puis des multinationales. Au NPD, on a choisi notre barre, on se bat pour vous. Merci. Et finalement, M. Duchesne. Oui. En tant que candidat pour le Bloc québécois, il y a une rare coalition, il y a un rare concert en ce moment. Tout le monde travaille dans le même sens au Québec, à la fois les producteurs, à la fois les câblo-distributeurs, les acteurs, les scénaristes, les réalisateurs, les techniciens. Il y a un manque à gagner criant en ce moment et l'argent existe et le pouvoir existe. Le CRTC pourrait dès maintenant agir, ne le fait pas. Il n'y a pas de volonté politique alors qu'il y en a dans tant de pays. La communauté européenne dit la diversité culturelle est importante et si on ne fait rien d'ici 2 ans, 3 ans, c'en est fini des identités régionales. Si on ne fait rien, c'en est fini de la culture francophone. On l'a vu, on le voit dans l'actualité récente chez nos voisins. On demande au gouvernement libéral de défendre avec le même amour la culture. Ce qu'ils font avec le pétrole, c'est 18 milliards qui vont être investis en votre nom pour une surproduction. C'est 25% de surproduction. Pendant ce temps-là, les transferts aux universités n'ont pas bougé en 23 ans. Je suis chargé de cours à l'UQAM, ici à côté à l'Université de Montréal. Les laboratoires sont désuets, c'est sale, et c'est criant en ce moment le manque d'argent. Il y a de l'argent, mais il n'y a pas de volonté politique. Ils ont abdiqué, ils ont tout cédé aux géants du Web. On s'en indigne. Alors, ce que le Bloc demande, c'est, pour un ancien professeur de théâtre, M. Trudeau, aimez donc davantage la culture, plutôt que vos paradis fiscaux. Merci. J'inviterai Daniel Bernard à venir vous dire quelques mots de clôture. Merci, Francine. Premier d'abord, merci aux candidats pour être avec nous. C'était un débat très engagé. Vous avez des positions que vous maintenez sincèrement. Donc, merci beaucoup. Merci pour venir. Deuxièmement, je voudrais remercier à nos bénévoles. Vous pouvez élever la main, nos bénévoles qui ont organisé l'événement. Ils sont là-bas. Et troisièmement, à vous. Merci pour venir. Merci. Donc, j'espère que ce débat vous aidera à décider pour quel candidat vous allez voter. Mais j'espère n'importe quel candidat vous choisisse que vous allez voter le 25 février en Outremont. Les élections partielles ne sont pas très populaires pour l'électorat, donc j'espère que tout le monde va aller voter. Merci. Oui.
Donc, les amis, c'est un mouvement vraiment national. Nous allons demain à Vancouver, à Burnaby South, pour faire la même chose dans une autre élection partielle. C'est le commencement, c'est le début d'une campagne nationale électorale pour mettre ces enjeux sur le radar des partis et des politiciens. Donc, je vous encourage de s'abonner sur notre liste de courriels, de devenir amis, comme nous disons, et pour rester en contact, parce qu'il y aura beaucoup d'autres choses à faire. Il y a beaucoup de travail à faire pour s'engager avec toute la public autour de ces enjeux. Donc, merci. Je vais demander aux candidats de rester en place pour une photo, mais avant de partir, je vais vous donner des boutons pour devenir amis. À tout le monde. Merci. On a des cadeaux. Ça, c'est le